Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous faire part de ma relecture et de mon revisionnage d'un des films de Wes Anderson que j'appréciais le moins jusqu'ici. Ça a peut-être changé. À savoir son troisième, il me semble, La famille Tenenbaum ou The Royal Tenenbaum en VO. C'est intéressant parce que le titre français ou américain n'a pas le même focus. Sorti en 2001. Et avec, dans le rôle principal, titre du patriarche, qui s'appelle Royal Tenenbaum, un certain Gene Hackman, un des meilleurs acteurs américains de sa génération. À ses côtés, Anjelica Huston, qui interprète son ex-épouse, et quelques habitués parmi les enfants ou amis des enfants. Par exemple, Owen Wilson est là avec son frangin Luke Wilson, même si les deux jouent des amis. Il y a Ben Stiller également, Gwyneth Paltrow, qui interprète la fille adoptive, et bien sûr Bill Murray, qui est là, de même que Danny Glover, je crois que c'est sa première et seule apparition dans le cinéma de Wes Anderson, où j'ai un gros doute. Peut-être qu'il a fait quelque chose après, là, j'ai pas ça en tête pour l'instant, mais peu importe. Bref, beaucoup de gens, Alec Baldwin qui fait le narrateur, et même, c'est amusant, Amadeo Tortoro, qui joue un des enfants jeunes, et qui est le fils de John Turturro. Voilà, il est là. Peut-être son seul grand rôle au cinéma. Bon. Et c'est un film, on va dire, qui est dans la tonalité comédie dramatique, petit drame familial quand même, mais avec la légèreté et le décalage habituel de Wes Anderson, qui grosso modo raconte l'histoire donc de ce patriarche qui a quitté sa famille depuis quelques années, depuis 20 ans environ. Il vit dans un palace. Et un beau jour, il ne peut plus trop payer cet endroit. Et il décide de revenir donc vers ses enfants et son ex-femme en prétendant être malade. Et donc, il n'aurait plus que 6 semaines à vivre à cause d'un cancer. Mais c'est un mensonge, tout ça pour reconnecter avec les siens, peur d'être seul ou d'être à la rue. Parce qu'on apprend que, par certains flashbacks, cette famille a vécu des moments compliqués. À la base, tous les enfants étaient des génies potentiels et 20 ans, 22 ans après, c'est pas la joie. C'est un peu compliqué parce que, on va dire que l'équilibre n'a pas été là durant leur jeunesse, tout simplement. Et donc, le retour du patriarche va forcément mettre à nu quelques tensions et quelques secrets aussi qui vont rejaillir, quelques non-dits aussi, qui vont être enfin exprimés, pour faire simple. Et tout ceci dans le pur style Wes Andersonien. Alors c'est peut-être vraiment son premier film purement Anderson, j'ai envie de dire. Même si Rushmore commençait à entrer dans cette logique-là, The Royal Tenenbaum, c'est vraiment le point de départ de cette carrière stylistique et esthétique qu'on lui connaît, notamment dans l'utilisation des décors, de la colorimétrie et tout. Vraiment. Et bon, à l'époque, quand je l'avais découvert, peu après le Grand Budapest Hotel d'ailleurs, j'étais passé un peu à côté. Là, en le revoyant, avec l'expérience de visionnage et revisionnage de toute la filmographie Wes Anderson, j'avoue que j'ai vraiment beaucoup apprécié, et c'est logique. Je ne m'attendais pas à autre chose en fait. Surtout après Asteroid City, qui est l'un des meilleurs films de 2023 peut-être, que j'ai revu même entre-temps, depuis que je me le suis fait au cinéma. Je vois beaucoup de logique, forcément de liens. On peut faire, si on veut, un parallèle entre ce dernier brûlot et ce troisième film, mais bon, on n'est pas là pour ça. L'utilisation quand même des décors qui enferment les personnages, c'est vraiment ça. En plus, là, c'est une fausse adaptation d'un faux roman écrit. On voit les chapitres durant tout le film, alors qu'Asteroid City, c'est une fausse pièce de théâtre. Bon, vous voyez. Peu importe. Mais ce qui est certain, c'est que Wes Anderson, il triture ses protagonistes, et il y a une énorme force qui jaillit de ce cercle familial qui dysfonctionne très tôt, parce que quand même, on voit ces enfants qui sont pas des enfants. C'est-à-dire qu'à l'âge de 10-11 ans, ils sont déjà potentiellement champions de tennis, un génie de la finance, l'autre commence à écrire des pièces, la fille adoptive assez potentiellement connue. Ça n'a aucun sens sur le papier, mais justement, c'est pour montrer que dans ce clan des Tenenbaum, rien n'est logique et normal. Ce qui fait qu'après, 20 ans après, surtout quand le père n'est plus là, eh bien on les retrouve plus ou moins moralement atteints, et ils ne vivent pas la vie qu'ils auraient imaginé vivre. D'ailleurs, ils ne sont plus ce qu'ils étaient quand ils étaient enfants. Là, on aurait pu devenir un énorme champion de tennis, on voit à travers un flashback que c'est pas le cas.
l'une qui écrivait des pièces de théâtre depuis, elle s'est mariée à un gars qui est plus âgé qu'elle, c'est pas du tout la vie qu'elle aurait imaginée, en plus qu'elle est amoureuse du voisin qui est le meilleur ami de son frère, hein, tout ça, tout ça. Et puis bah, celui qui était roi de la finance, maintenant il surprotège ses enfants, toujours en survêt rouge, comme les gamins d'ailleurs, qui sont à son image, parce que son épouse est décédée, donc mais bon, ça l'a ravagé, mais il était déjà plus ou moins ravagé avant. Et c'est lui qui aura la plus grosse tension avec le père qui revient, d'ailleurs. Très intéressant, l'angle autour de Chaz et de son paternel, Ben Stiller, Gene Hackman, avec les gamins autour, c'est très fort, ça donne lieu même à des scènes qui sont tendues et drôles. Il y en a une, mais bon, je reviendrai après sur certaines scènes, je vais pas essayer trop de mélanger les choses. Et ce qui est fort avec The Royal Tenenbaums, c'est peut-être le film le plus abouti déjà, à l'époque, d'un Anderson pour utiliser son cadre. Et alors, c'est très fin, on pourrait faire des analyses pendant des heures dessus, sur la façon dont il utilise, le filmer de façon très fixe, hein. C'est vraiment la première fois qu'il est à fond là-dessus. Franchement, on avait déjà des tentatives, hein, bien sûr, mais bon. Et voilà, le placement de tel ou tel personnage dans le décor de cette maison, par exemple, qui est synonyme d'une sorte d'enfermement presque quasi faux nostalgique, et la non-utilisation de champ contre champ pour bien séparer le patriarche des enfants, c'est très compliqué là-dessus. Et alors la caractérisation aussi de chaque protagoniste, très importante, super bien écrit. Et ce père qu'on a envie de détester, parce qu'il est menteur, raciste, parce que son ex-épouse va épouser le personnage joué par Danny Glover, donc il y a quand même des termes qui sont violents. Et en même temps, bah oui, il joue le malade parce qu'il est seul en fait. C'est un gars qui est complètement seul, son seul ami c'est un certain Pagoda, qui est son pote indien là, c'est son ancien ennemi devenu pote, enfin bon c'est un bazar, c'est lui qui va espionner d'ailleurs, bon bref. Il y a des trucs qui n'ont aucun sens, mais dans l'univers Anderson, c'est vraiment logique. C'est ça qui est fort, hein, dans ce qu'il crée, dans son monde cinéma, dans son cinéma-monde, comme vous voulez. C'est ça, qui est à mon avis, le grand talent de Wes Anderson. C'est qu'il va nous faire avaler des couleuvres, et on y croit. Voilà. En plus, on n'est même pas vraiment à New York, même si ça ressemble à New York, on est hors du temps, même si on est au début des années 2000, logiquement. C'est comme dans Asteroid City, quoi. On est dans un endroit qui n'existe pas, mais qui existe potentiellement, dans une époque qui a existé, mais qui n'est pas vraiment celle-ci. Et puis les personnages essayent de vivre là-dedans, de survivre, de reprendre contact. Et comme d'habitude, l'importance de l'enfance hein, dans le cinéma de Anderson, à travers les flashbacks, oui, mais aussi les deux gamins de Chaz, et les liens entre les générations. Après, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, les acteurs et actrices sont tous très très bons. Là, nous avons quand même la plupart d'entre elles et eux qui donnent leur meilleure prestations et partitions. Bon, Gene Hackman, il en a fait d'autres, hein, clairement, notamment Conversation secrète de Coppola. Mais quand tu vois Ben Stiller, là, il y a quelque chose de très fort dans son rôle. Bon, Owen Wilson un peu plus en retrait, bon, il coécrit le film quand même, mais son personnage, on aurait peut-être pu le voir plus. Gwyneth Paltrow, c'est peut-être un de ses meilleurs rôles, par exemple. Voilà. Etc., etc. Luke Wilson aussi, avec des scènes très touchantes autour de ce personnage, qui va pas bien, mais bon, qui va vraiment bien dans ce film, hein, c'est une bonne question. Et ce qu'on va retenir, comme d'habitude avec Anderson, c'est certaines scènes clés, de la musique, et ces BO qui mettent en scène, musicalement, des petites pastilles comme ça, que ce soit dans le présent ou dans le passé. Et alors, la BO, elle est magnifique, là, encore une fois. Par exemple, on a un très très bon morceau, Needle in the Hay de Elliott Smith, au moment le plus triste du film, hein. Je vais pas dire ce qui se passe, mais c'est quand même dur. Il y a le côté un peu punk avec les Ramones, quand on voit le passé de la fille adoptive, qui justement souffre aussi d'être adoptive peut-être, et qui a collectionné les conquêtes. Elle a eu du mal à se situer forcément durant toute sa vie. Oui, il y a aussi ce moment extraordinaire, un morceau de Paul Simon, où on voit le patriarche avec les petits-enfants faire les 400 coups pour libérer les gosses qui sont surprotégés par leur père. Et il y a même une petite référence à French Connection sur le moment où il y a une course de cartes là. Oui, Wes Anderson il oublie pas ça, et en plus c'est Gene Hackman quoi. Donc c'est génial ça. Il y a plein de petites références cinématographiques, hein, vite fait distillées là, mais on les voit à peine. C'est ça qui est fort. Bref, voilà, il y a des moments donc musicaux, oui. Il y a du Nico aussi, hein, la chanteuse, qui renforce l'ensemble. Et on arrive au bout avec une scène un petit peu échevelée, mais qui va finalement nous mener au pardon ou pas. Parce que c'est ça aussi le film, hein, c'est savoir pardonner ou pas, évoluer
acceptation ou pardon, bonne question, très intéressant ça. Et ça peut parler à beaucoup de familles. Beaucoup de familles se déchirent ou se sont déchirées, et après à un moment, arriver au bout, enfin quel est le bout, bonne question, hein. Ici c'est un faux bout, une fausse fin de vie potentielle, mais quand même, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ça, à un moment on doit prendre des décisions, aller au-delà ou pas, et c'est très touchant je trouve. Voilà, ça marche très bien. Parfois ça peut vivoter, mais je trouve que dans la cohésion andersonienne, c'est très bien. C'est-à-dire qu'un autre réalisateur dans ce style-là aurait beaucoup moins bien géré. Là, il y a quelque chose qui résonne parfaitement. C'est peut-être pas en soi le résultat le plus abouti qu'il aurait pu faire, parce que ça vient très tôt dans sa carrière, mais pour l'époque, c'est immense. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens place ce film parmi son top 3 ou top 5, voire même meilleur film de la filmographie d'Anderson. C'est intéressant. Je commence à comprendre un peu mieux pourquoi, même s'il est top sur surtout les cinéastes, c'est très compliqué parce que ça peut évoluer et tout. Hein. Mais ouais, il y a vraiment une force là. Évidemment, vous pouvez faire des liens avec tous les films qui vont sortir après. Hein. Vraiment, bon, stylistiquement oui, mais même sur des thématiques, etc. L'abandon familial, il y a un petit peu de Moonrise Kingdom aussi. Et on peut revenir à Asteroid City, mais je vais pas... voilà. Peu importe. De toute façon, son cinéma est vraiment, vraiment un ensemble passionnant à Wes Anderson, et c'est vraiment l'un des réalisateurs les plus intéressants, hein, les plus analysables avec passion du cinéma américain actuel, tout simplement. Je vais pas aller plus loin, hein, parce qu'après on pourrait discuter pendant des heures sur ce film. En tout cas, voilà l'exemple d'un revisionnage qui fait du bien. Je suis content de ne pas avoir fait une vidéo à l'époque. De toute façon, je ne faisais pas de vidéo sur YouTube quand je l'avais vu. Mais ça m'a évité de dire des bêtises, comme je l'ai déjà fait, hein, certainement, sur des films cultes au début de ma chaîne. Je ne vais pas en citer pour pas que vous tombiez sur ces vidéos absolument affreuses. Allez, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez donc de Royal Tenenbaum, de sa BO, de sa place dans la filmographie d'Anderson, des actrices, des acteurs, comme vous voulez, bien sûr. Vous êtes libres et on en discute ensemble. Je vous dis à la prochaine. Ciao!